Sortez votre thé ou votre café, puis prenez une bonne gorgée parce que j'en ai long à vous raconter aujourd'hui. Donc, première des choses, je vais le dire tout de suite parce que je sens que ça va peut-être engosser certains pendant la vidéo. Normalement, quand je filme avec mes lunettes, j'enlève ma ring light, je la mets pas. Là, je vais la garder aujourd'hui parce que dans toute l'histoire que j'ai à vous conter, j'ai été très très malade et j'ai une veine qui a éclaté dans mon œil. Puis moi, personnellement, quand je me vois dans le miroir, c'est quelque chose que je suis vraiment sensible, là, les yeux, fait que ça vient vraiment, ça me donne en fait là, les yeux pleins d'eau. Fait que si c'est votre cas aussi, on dirait que la ring light, ça cache un petit peu mon œil malade. Fait que ça va vous permettre de pouvoir regarder la vidéo. Sinon, mettez-moi de côté puis faites juste m'écouter. Je vais essayer d'être plus dans les explications puis moins gestuelle aujourd'hui pour si jamais mon petit œil vous écœure, ben au moins vous allez pouvoir écouter quand même la vidéo. Puis je dis ça là sans jugement parce que moi-même j'ai vraiment une sensibilité à ça. Fait que je fais ça autant pour moi pendant que je vais faire le montage que pour vous finalement. Donc, dans le titre de la vidéo, vous avez compris où on s'en va dans la vidéo aujourd'hui. Donc, bébé en siège, bébé s'est retourné, ma fille était bien placée et elle s'est retournée. La première partie de la vidéo, je vais vraiment vous expliquer pourquoi elle s'est retournée, qu'est-ce qui s'est passé finalement. Et la deuxième partie, je vais vraiment aller dans ce que ça va changer possiblement pour mon suivi, ma grossesse, mon accouchement, puis ce que je peux faire aussi comme truc pour essayer de retourner bébé à nouveau. Donc, on va couvrir tout ça aujourd'hui. Si vous voulez skipper tout de suite à la partie qui est pour plus le bébé en siège et moins le récit, je vais mettre le timeline en fait là, dans la description de cette vidéo aussi. Vous allez pouvoir sauter tout de suite à cette partie-là. Mais je voulais quand même vous faire vraiment le topo de tout ce qui se passe présentement pour que vous compreniez l'ampleur de la chose finalement. Donc la semaine dernière, mon petit garçon de 2 ans et demi a commencé à vomir sans arrêt pendant la nuit. Donc de 9h30 le soir à quasiment 3h du matin, il était constamment malade, puis Mathéo n'est jamais malade de cette façon-là, là, il vomit très 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 rarement, puis je pense que c'est jamais arrivé en fait. Puis, ce qui me disait que c'était pas une gastro, c'est qu'il y avait pas de diarrhée reliée avec ces vomissements. Fait que là, on commençait à s'inquiéter vraiment. Plus mon conjoint que moi. Étrangement, c'est lui qui m'a dit « Ok, là, je pogne le petit puis je m'en vais à l'hôpital parce que il était malade très, très, très souvent. On a changé je ne sais combien de lits. Mon chum partait avec le petit dans la douche. Bref, puis c'est un enfant qui est malade. Là, il n'a pas le temps de se rendre à la salle de bain nécessairement. Donc, on est allé à l'urgence. On exclut la personne qui parle. Mon chum est allé à l'urgence avec mon garçon. Il voulait que je reste à la maison puis que je me repose pour pouvoir prendre le relais le lendemain. Donc, le lendemain, je l'ai gardé avec moi. Il allait super bien. À l'hôpital, ils lui ont donné un petit liquide miracle qui appelle... Je sais pas c'est quoi, puis ça l'a tout fait stopper les choses. Je voulais que Tristan m'en ramène pour un petit épisode comme ça qui repart. T'aimes ça avoir des petits remèdes par-ci par-là, mais ils donnent pas leur truc évidemment. Fait que il est allé à l'urgence. Le lendemain, j'avais un rendez-vous de suivi avec. On se rend à l'hôpital et puis le médecin nous dit que c'est probablement lié à ses otites parce que il a fait des otites récemment qui sont en train de guérir, mais clairement n'ont pas tout à fait guéri. Puis là, il est retombé malade, mais malade d'un rhume, si on veut. Puis là, les sécrétions, eux autres, ils seraient super sensibles à ça. C'est ce qui le ferait vomir, finalement. Donc, là, nous, on part à la maison, puis c'est la journée de l'Halloween. Il a manqué la journée d'Halloween à la garderie. Puis, si vous me suivez sur Instagram, vous savez que depuis début septembre que Mathéo, il met son costume d'Halloween de Spider-Man, puis il a donc hâte de pouvoir le montrer à ses amis. Donc là, il était très déçu, mais je voulais vraiment pas prendre le risque de contaminer d'autres amis, même si probablement que on a pogné ça de la garderie. Je voulais comme aussi qu'ils prennent le temps de se reposer aussi parce qu'il y avait quand même eu une nuit assez rock'n'roll, une nuit à l'urgence, donc il est resté avec nous. Mais le soir, il était super en forme, puis le médecin nous avait dit que c'était un otite, donc on a passé l'Halloween. Le lendemain, je me lève et je ne file pas, mais comme j'ai des frissons, je sens que je ne vais pas bien. Mais il n'y a rien qui s'enclenche. Je suis juste incapable d'aller porter mon fils à la garderie. Mon chum est déjà parti travailler. Donc là, pas capable d'aller porter le petit. Je sens
que je file pas puis que je vais vraiment être malade comme Mathéo. Donc, je me tiens près des toilettes et finalement, bon, je suis vraiment malade. Déjà, la gastro, moi, c'est la maladie qui me fait vraiment peur. Genre, tu me dis, mon enfant a la COVID ou mon enfant a la gastro, moi, j'ai plus peur de la gastro, OK? Puis surtout enceinte, je vous le jure, je ne souhaite ça à personne. J'avais mangé un petit peu, heureusement, et j'ai continué à manger et à boire là, des petites choses faciles, mais je ne gardais absolument rien. Même l'eau, je n'arrivais plus à la garder, puis c'est là que là, j'ai commencé à vraiment me déshydrater parce que je n'arrivais à rien retenir du tout. Au début aussi, j'étais tellement malade et faible que je n'arrivais pas non plus à appeler pour avoir de l'aide. La seule personne que j'ai pu texter, c'est mon chum. Puis mon chum, juste pour faire exprès, c'était comme la journée que là, il fait sa classe pour chauffer des gros trucks pour sa job. Puis là, il avait pas son sel, on va dire, de 8 à midi. Donc, dans le pic de ça va pas bien, revient à la maison, il était pas là, il était pas disponible. Après ça, il a été retenu au travail, bref. J'arrivais pas à appeler ma maman pour avoir de l'aide. Bref, j'arrivais pas à rien faire. Le peu d'énergie que j'avais, je le donnais à Mathéo, évidemment, puis je me reposais sur le divan. Fait que ça ressemblait à ça. J'étais malade, je me reposais, j'arrivais pas à rien faire. Quand j'ai fini par avoir un petit peu plus de force, il était rendu 5 heures le soir. Heureusement, mon chum avait réussi à contacter sa mère pour que ma belle-mère vienne me voir et vienne me porter du Pédialyte. Elle m'a aussi apporté des médicaments pour la nausée, mais je ne retenais rien, donc je ne les ai pas retenus non plus. Elle m'a apporté une couple de petits trucs là, pour que je remonte la pente tranquillement. Quand j'ai réussi à avoir un peu plus de force, j'ai appelé ma sage-femme. Parce que depuis midi, j'avais des contractions, que moi, je pensais que c'était des Braxton Hicks. J'en ai depuis la 30e semaine, mais je sais que des journées où je vais boire moins d'eau, j'ai moins fait attention justement à ma consommation d'eau, j'ai plus de Braxton Hicks. Donc là, je m'attendais à ce que ça l'arrive, mais là, je commençais aussi à sentir des contractions qui n'étaient pas des Braxton Hicks. Donc, depuis midi. Là, je commençais à sentir que ça poussait dans mon dos. Là, je me disais, c'est peut-être parce que je suis mal placée, c'est peut-être parce que je suis assise depuis le début de la journée. Donc, j'essayais de ne pas y croire. Finalement, ma belle-mère est venue pour prendre mon garçon, la porter chez elle. Ça m'a donné l'opportunité de prendre un bain. Parce que justement, là, quand j'ai eu un peu de force, j'ai appelé ma sage-femme. Ma sage-femme m'a dit prends un bain pour tes contractions, on va voir si ça l'arrête, et bois de l'eau de riz blanc. Ça doit absolument être du riz blanc. Donc, ce que tu fais, c'est que tu vas faire bouillir de l'eau. Tu mets ton riz, mais tu mets beaucoup trop d'eau pour ton riz pour pouvoir boire cette eau-là. C'est rien de désaltérant. J'avais encore très, très soif, mais c'est ce qui m'a le plus aidé dans ce que j'avais sous la main à remonter la pente, à reprendre des forces et surtout à moins vomir. J'ai quand même été malade 2 fois, mais c'était plus aux 20 minutes. Donc, au moins, ça m'a permis d'avoir un petit fond. Puis elle disait que elle m'a expliqué pourquoi, là, mais là, vous comprenez que dans mon état où j'étais, j'ai pas tout retenu, mais la protéine qui se trouve là-dedans, c'est la seule qui est comme capable de combattre la gastro, puis justement qui ne l'alimente pas, au contraire, qui va vraiment l'éteindre. Ça l'a beaucoup aidé, mais reste que j'étais toujours malade, et surtout, ce qui m'inquiétait, moi, et ce qui était ma douleur, c'était mes contractions. Donc là, je suis dans le bain. Ma belle-mère est partie avec le petit et les contractions sont toujours là. Donc là, j'en parle à Tristan, je dis que bon, c'est probablement dû à la déshydratation, c'est clairement pas mon travail qui commence, mais ça peut provoquer mon travail, on s'entend. Finalement, le petit reste chez ma belle-mère, son chum s'en occupe, et elle va me porter à l'hôpital. Finalement, Tristan réussit à venir me rejoindre en finissant de travailler. Je finis par passer, en fait, à l'urgence parce que l'unité familiale ne voulait pas que j'y aille. Première des choses, il voulait que je me réfère à ma sage-femme. Deuxième des choses, il me disait que le problème n'était pas ma grossesse, mais bien moi. Donc, il fallait que j'aille à l'urgence.
Donc, j'arrive à l'urgence vers 5 heures, j'ai passé à 7 heures. Et l'urgence me dit que j'ai pas d'affaires ici, que je devrais être à l'unité familiale. Là, je leur explique que l'unité familiale m'a envoyé ici. Là, heureusement, mon conjoint est arrivé, donc là, il a pu parler un peu plus pour moi, parce que là, vraiment, je manquais de force. Là, je sais pas comment l'expliquer autrement, mais je manquais de force. Là, ils ont pu comme mieux comprendre la situation que, OK, la maman, elle a une gastro, faut qu'on traite la déshydratation avant de traiter les contractions, parce que si on traite pas cette déshydratation, ben ça l'aidera pas, puis elle va vraiment tomber en travail. À l'urgence, on m'a dit, ben là, t'es à 33 semaines, c'est viable, un bébé de 33 semaines. C'était pas ça que je voulais entendre, pas ça du tout. Je voulais qu'on me dise qu'on allait tout faire pour que bébé reste dans mon ventre et que c'était pas une option, autrement dit, là, que je tombe en travail, puis qu'on allait tout faire pour jouer dans mon sens, là, finalement, là, que le traitement est en ma faveur, puis que bébé reste encore dans mon ventre au moins jusqu'à 36 semaines. Rendu à l'unité familiale, là, on m'a plus rassurée. J'avais mon dossier médical aussi, parce qu'avec ma sage-femme, elle me donne tout mon dossier médical, puis à chaque fois que je la vois, elle me fait une copie du rendez-vous qu'on vient de passer ensemble. Donc, j'avais tout ça avec moi. J'ai pu leur donner, ils ont monitoré, en fait, une fois qu'ils m'ont hydraté par intraveineuse, ils m'ont aussi donné un antinausée par intraveineuse, donc j'ai pu le garder et il a fait effet. Ils m'ont monté à l'unité familiale. L'unité familiale a monitoré bébé, son cœur, mon travail. Là, ça m'a vraiment replongé dans mon accouchement de mon garçon. Que le moniteur n'est pas vraiment un bon souvenir pour moi nécessairement. Là, je voyais très bien mes contractions, je les voyais monter, je voyais le cœur de bébé monter aussi. J'ai vraiment eu peur. J'ai vraiment eu peur que le travail se déclenche et que, en fait, je dois être transférée d'hôpital parce que ce ne sont pas tous les hôpitaux qui peuvent accoucher une maman enceinte de 33 semaines. Donc là, on me parlait de me transférer à Sainte-Justine, on me parlait de département néonatal, là, on me parlait de trop de choses que je n'avais pas envie de parler. Et surtout, je me voyais pas du tout accoucher après la journée que j'avais eue. On se souvient que j'avais de la difficulté à parler tellement j'étais faible à l'urgence. J'ai de la difficulté à marcher pour me rendre à la salle d'urgence. Je ne suis pas prête pour un accouchement naturel. Je ne suis pas prête non plus pour un accouchement naturel d'un bébé prématuré. Je suis pas là du tout dans ma tête. Mes valises d'hôpital ne sont même pas faites. Avant que vous me posiez la question dans les commentaires, parce que j'ai eu beaucoup la question de mes proches, puis de gens sur Instagram aussi qui m'ont posé la question, qui voyaient ça en live se produire, là. Oui, on a eu beaucoup de jugements du fait qu'on était suivi par une sage-femme, parce que mon hôpital, justement, ne sont pas habitués de travailler avec des sages-femmes. Dans mon territoire, il n'y a pas de maison de naissance, il n'y a pas de sage-femme, donc c'est beaucoup d'inconnus. Je pense que c'est plus la peur de l'inconnu que de vouloir mettre la pression sur une femme qui est vraiment comme en détresse, si on veut. Je pense pas que... Ce que je veux dire, c'est que je pense pas que c'était volontaire de leur part de nous mettre quelque chose, autant de jugement puis autant de pression de notre côté. Je pense que c'était vraiment plus la peur de l'inconnu puis un peu la perte de contrôle parce que là, ils ont une maman qui a besoin d'aide devant eux, qui a besoin de leurs soins, mais c'est pas leur patiente nécessairement, donc ils la connaissent pas. J'avais tout mon dossier, mais bon, ils me connaissent pas quand même. Ils me connaissent de mon premier bébé, mais pas de cette deuxième grossesse-là. Donc, je comprends leur réticence, mais je ne la respecte quand même pas. Je pense qu'il y a des choses qui devraient changer et ça, c'est la première chose qui devrait changer. Fin de la parenthèse, je m'éterniserai pas là-dessus, mais je sais que je vais avoir la question, donc je préfère le dire, puis je m'en cache pas. C'est ce que je vis présentement, j'aimerais ça que ça change, puis c'est pas en se taisant là-dessus que ça va changer. Donc, pendant le monitoring de bébé et de mon travail, en fait, on a regardé pendant, je pense, une bonne demi-heure ce qui se passait. Après ça, on m'a expliqué qu'on allait me faire un toucher pour regarder mon col. Moi, ça me fait vraiment peur parce que c'est comme ça qu'ils ont percé ma poche des os à Mathéo, c'est en faisant un toucher. Donc là, j'avais vraiment peur qu'elle perce ma poche des os, mais en même temps,
j'essayais d'évaluer risque-bénéfice et j'en parlais à ma doula aussi, puis je me disais, faut que je sache si le travail commence ou pas. Tu sais, faut que je me prépare à est-ce que je vais accoucher ou non. Donc là, il fallait qu'on vérifie. Ça a fait atrocement mal. Je n'ai eu des touchés là, depuis à Mathéo. Là. Je n'ai eu au moins 5. Et là, ça a fait atrocement mal. Puis c'était comme bon signe parce que ça voulait dire en fait qu'elle voulait vraiment voir la rigidité du col, la longueur. Il était très haut, il était très rigide. Ça voulait dire que les contractions que j'avais n'affectaient pas mon col. Mais ça veut pas dire que ça me faisait pas moins mal pour autant parce que dans cette pièce-là, je n'avais rien. Je n'avais qu'un lit et il fallait que je reste couchée sur le lit. Je ne pouvais pas bouger pendant mes contractions. Je devais vraiment être couchée sur le lit et avoir le moniteur en place. Oui, quand tu accouches puis quand tu veux que ton travail soit efficace, tu peux bouger avec le moniteur. C'est vraiment pas évident, mais il y a possibilité au moins d'être debout. Mais là, moi, dans ma condition, il fallait que je sois couchée sur le dos. Vraiment pas bien de base sur le dos ou comme ça, mais il fallait que je reste couchée et on monitorait mes contractions qui me faisaient très, très, très mal. Ça poussait beaucoup dans mon bas de dos et ben voilà. Il était rendu 10 heures, puis elle m'a dit que le médecin voulait que je reste sous observation pendant 2 heures et qu'on me refasse un toucher. À ce moment-là, je voulais prendre mes clics, mes claques et sacrer mon camp parce que là, je voulais pas un deuxième toucher. J'avais vraiment peur. Le premier était fait, puis ça s'était bien fait. Mais elle dit, mais si on veut voir l'évolution du travail, faudrait vraiment que je te fasse un toucher. Fait que là, elle m'expliquait que je suis libre d'aller chez nous si je veux. Mais que si je reviens, je repars de la base, puis je retourne à l'urgence, puis je monte même pas en l'unité familiale, là, je repars de zéro. Donc, j'ai pris mon courage à 2 mains parce que c'était pas vraiment... Maintenant que je revois la situation, sur le coup, je pensais que je voulais du confort pour ma fille, mais en réalité, je voulais juste me protéger d'une peur que j'ai, qui est la peur de me faire un toucher. Je suis restée, j'ai pu me reposer un peu malgré les contractions. Mon chum s'est endormi et il ne me croit toujours pas qu'il a dormi par terre malgré que j'ai un vidéo à l'appui. Tristan. Tristan. Ça m'a quand même fait bien rire en fin de soirée. On est allé à la maison, on s'est couché, on s'est reposé et dans la nuit, mes contractions ont complètement arrêté. Je remonte la pente tranquillement, mais vraiment, ça a fait un gros coup sur mon corps. Tellement gros qu'on arrive à la partie 2. La partie 2 étant, mardi, j'avais une échographie de croissance pour mon bébé, étant donné que j'ai des fibromes. C'est pas tout le monde, c'est pas toutes les femmes qui ont cette échographie-là. Moi, je l'ai toujours eue depuis ma première grossesse parce que, justement, à cause de mes fibromes, ils doivent voir si on grossit beaucoup, si ils se sont déplacés, c'est encore optimal pour un accouchement naturel. Bref, ils doivent vérifier ça. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je vous conseille toujours de ne jamais aller à une échographie seule, de toujours y aller accompagné. On sait jamais les nouvelles qu'on peut avoir, puis c'est peut-être moi qui ai une expérience similaire à ça, mais j'ai toujours des nouvelles, moi, pendant mes échographies. La technologue, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça, c'est pas une infirmière, je me suis fait dire sur TikTok. La technologue regarde mon bébé et elle me dit « Ah, ça, c'est sa tête! » Mais elle est là. Je dis « Non, sa tête est en bas. » Elle dit « Non. » Hein? Impossible. Donc là, elle m'explique comment qu'elle est placée et c'est vrai que dans les derniers jours, je me reposais beaucoup, je prenais beaucoup de bains et j'ai remarqué que mon ventre n'était plus dans la même forme, mais je me disais c'est à cause du travail, probablement qu'elle a quand même descendu. C'est parce qu'il y a quand même eu un travail, j'ai quand même été en contraction pendant 12 heures. Je savais qu'elle avait bougé, mais je ne savais pas qu'elle avait tourné. Si vous me demandez est-ce que ça a fait mal, ça a fait atrocement mal, mais moi je pensais que c'était
c'était quand j'étais malade, quand je vomissais, et tu sais, vous voyez avec mon œil que ça faisait déjà mal vomir de base. Avec le bébé, j'avais l'impression que je la squeezais puis que je lui faisais vraiment mal, mais en réalité, ce que je faisais, c'est que je la tournais. Et ma doula, elle a une petite hypothèse là-dessus. Elle s'est dit, ça a dit, après moi, justement, ton corps a commencé à contracter, à avoir des contractions, puis ton corps a dit non, c'est pas vrai que tu vas avoir ce bébé-là tout de suite, et c'est protégé en retournant ta fille. Et moi, j'aime ça, croire à ces choses-là. J'aime ça. Je préfère croire que mon corps a joué pour moi, pour protéger ma fille, que de m'apitoyer sur mon sort en me disant pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive, pourquoi ça m'arrive. Donc, j'aime me dire que c'est parce que mon corps voulait protéger ma fille. Donc, elle s'est retournée pendant que j'étais malade mercredi dernier. Donc, à l'hôpital, on m'a pas dit beaucoup de choses. En fait, c'est plus pendant l'échographie qu'elle m'en parlait, mais elle me disait, le docteur va tout t'expliquer tantôt, tu vas rencontrer la gynécologue. J'arrive dans le bureau de la gynécologue, et elle me laisse même pas m'asseoir. Elle me dit, ben c'est juste pour te dire que tout est beau. Ben non, tout est pas beau, parce que ma fille est à l'envers. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Comment que ça fonctionne? Elle m'a même pas laissé m'asseoir. Elle m'a vraiment dit ça... comme si de rien n'était, là, comme si elle m'annonçait que on mangeait du spag ce soir, mais en fait, elle m'annonçait que je pourrais pas accoucher en maison de naissance. Donc là, moi, c'est un gros choc que tu m'annonces, et elle me dit, ben garde, ta sage-femme va t'expliquer ça tantôt. OK. Parce que je voyais ma sage-femme tout de suite après. Donc là, j'ai posé beaucoup de questions à ma sage-femme, et je vous le dis, heureusement qu'on a des rendez-vous d'1 heure avec eux, parce que j'ai vraiment passé beaucoup de temps avec ma sage-femme à parler de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de règles générales là-dedans qui peuvent aussi s'appliquer à vous, si c'est votre cas également, mais je vous demande quand même de vérifier avec votre professionnel de la santé selon votre situation, votre suivi, votre bébé, comment il est placé, parce que ça veut pas dire que c'est exactement pareil, mais voici ce qui se passe dans ma situation. Donc, comme je vous ai dit, première des choses, je dois accoucher à l'hôpital. Mais pas seulement accoucher à l'hôpital, parce que je pourrais décider d'accoucher à l'hôpital avec ma sage-femme. Mais là, ce qui se passe avec un bébé en siège, si je décide d'accoucher naturellement, c'est l'équipe médicale. Je dois accoucher à l'hôpital. C'est l'équipe médicale qui prenne en charge. Donc, ma sage-femme peut assister, mais elle ne peut rien faire. Puis, si elle assiste, puis qu'il y a un autre accouchement qui se passe, bien, elle doit quitter pour aller à l'autre accouchement. Évidemment. Parce que dans le fond, là, moi, elle est vraiment là plus en support moral que en sage-femme, finalement. Si vous vous demandez, est-ce que c'est parce qu'ils savent pas comment faire, les sages-femmes savent comment accoucher des sièges. Si tu arrives et bébé est en siège, puis c'est une surprise, elles peuvent. Ben, en fait, elles n'ont pas le choix d'accoucher bébé. Elles savent comment faire. Mais par contre, si on le sait d'avance, comme dans mon cas à moi, ben elles ne peuvent pas. Vous allez comprendre aussi plus tard, là, je vais vous expliquer les risques. Vous allez comprendre que les sages-femmes ne prennent pas de risques. Elles ne veulent pas, sous aucun prétexte, nous mettre en danger. Donc, pour limiter les risques vraiment, vraiment beaucoup, c'est pour ça que l'accouchement n'est pas en maison de naissance, n'est pas à la maison non plus, donc est à l'hôpital, parce que les alternatives d'urgence sont à l'hôpital, donc on essaye de mettre la maman le plus près possible de ces alternatives-là aux besoins. Le deuxième point, c'est que ce ne sont pas tous les hôpitaux tous les médecins qui font des accouchements naturels en siège. Il y en a qui ne sont pas à l'aise de faire ça. Donc, on ne peut pas accoucher naturellement avec ces médecins-là. C'est dans ce cas-ci, qu'est-ce qui se passe? C'est une césarienne, évidemment, ou tu cherches un hôpital ou un médecin qui le fait pour ton accouchement. Si tu accouches naturellement également, ça ne veut pas dire que tu vas être libre des positions pour pousser. En tout cas, pour ton travail, probablement qu'ils vont te laisser travailler puis avoir tes contractions comme tu en as besoin. Par contre, pour le moment de la poussée,
ça se peut très bien que tu sois limité dans les positions que tu puisses accoucher parce que le médecin va... Tu sais, c'est un accouchement plus tricky si on veut, donc ils ont besoin de faire certaines manœuvres, donc ça se peut que tu doives être dans la position, la fameuse position d'hôpital que tu es couché sur le dos, très très possible. Encore une fois, ça dépend de l'aisance du médecin à faire cet accouchement-ci. Ben, en fait, c'est pas le médecin qui accouche, je veux juste rephraser ça ici, c'est pas le médecin qui accouche, mais pour t'assister dans ton accouchement. Encore une fois, on est dans un contexte où on essaie l'accouchement en siège, puis on est rendu à ce que bébé présente ses fesses. Du moment où il présente ses fesses et on est rendu à pousser les fesses, on a 7 minutes pour délivrer bébé au complet. Parce que les risques deviennent rapidement élevés. Pour le cœur, pour le cordon ombilical, la façon qu'il est placé, il pourrait être complètement compressé sans qu'on le sache. Et justement, la façon que bébé est délivré, ça fait en sorte que le corps pourrait penser que justement, il est sorti complètement et détacher le placenta qui pourrait venir l'écraser également. Dans maison de naissance, là, souvent, ils vont faire un contexte que tu pousses quand tu te sens prête, à la prochaine contraction, tu pousseras, puis voilà, tu fais ton travail et tu es libre en fait de ton travail et libre du temps que ça prend pour pousser également, versus dans ce cas-ci, c'est vraiment comme là, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Il faut qu'il sorte rapidement, considérant les risques de tout ça. Puis on comprend aussi que si jamais il y a une complication, bébé est déjà engagé. Il doit sortir par là. Il n'y a pas de césarienne d'urgence qui se fait parce que bébé est déjà engagé. Fait que là, moi, ma question, c'était qu'est-ce qui se passe? Puis là, elle dit, ben ça se peut que la tête reste coincée. Je comprends. Si la tête reste coincée, qu'est-ce qui se passe? Ils vont la faire passer. Mais tu sais, ils vont la faire passer, ça veut dire que ça sera pas plaisant nécessairement. Donc, ça se peut que tu aies une main qui va grab ton bébé et aller te la chercher. Et aller chercher la tête, je veux dire, et ça se peut très bien que ça te déchire. Ça se peut très bien que ça fasse atrocement mal parce que faut qu'il fasse passer le bébé. Ensuite de ça, l'autre point, c'est que bébé doit être bien dans le siège. Moi, présentement, évidemment, elle n'est pas bien dans le siège. Donc, il faudrait que ses pieds soient plus recroquevillés sur elle. Mais présentement, elle a un petit pied en dessous de ses fesses et l'autre qui ballotte comme ça dans mon col. Ça me fait des petites contractions, des bons chocs électriques dans le col. Donc, déjà de base, j'en avais plus qu'à Mathéo, des chocs électriques. Mais là, j'en ai à chaque fois qu'elle décide de bouger son petit pied dans mon col. Très, très cool. Mais là, pas dans mon col, mais vous comprenez en fait ce que j'essaie de dire. Pour le moment, si vous avez bien suivi, je ne peux pas nécessairement accoucher en siège, à moins qu'elle replace ses pieds. Donc, c'est ce qui s'enligne présentement, si rien bouge, puis tout reste tel quel, c'est une césarienne. Ça me fait vraiment rire parce que... Non, c'est vraiment la mauvaise expression, ça me fait pas rire du tout, mais je trouve ça quand même ironique parce que Maude, il y a 5 ans, voulait absolument accoucher en césarienne. Je ne voulais rien savoir d'accoucher naturellement. Je trouvais que les plus beaux accouchements devaient être en césarienne. Pourquoi je pensais de même? Je le pensais tout simplement. Je pense que je manquais aussi beaucoup d'informations. Mais moi, je voulais accoucher en césarienne. Puis là, ça me fait drôle d'être confrontée à moi-même, de tout faire présentement pour ne pas avoir de césarienne et pour avoir ma fille de façon le plus naturelle possible. Donc, on dirait que la vie m'envoie beaucoup de clins d'œil pour un peu rire de moi récemment et me remettre des choses en face plus, en fait. Et puis, ça, c'en est une bonne. C'est un drôle de travail que je dois faire présentement sur moi-même pour déconstruire des choses qui, en fait, étaient déjà construites en moi. Donc, comme on essaie présentement de retourner bébé, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les trucs qui m'ont été donnés? Donc, premier truc, je vous en avais même parlé sur TikTok avant de savoir que bébé était retourné, parce que moi, bébé était dans le bon sens, tout allait bien, donc j'en avais pas besoin, mais j'avais quand même donné le truc, c'est l'acupuncture. Je pense que c'est le truc le plus répandu que tout
mes amis, les mamans qui me suivent m'ont conseillé, que je connaissais déjà en fait. Donc l'acupuncture, là présentement, ça doit dépendre de votre acupuncteur, mais moi présentement, avec mon acupuncteur, on fait comme un espèce de traitement choc. Elle, c'est sa méthode, sa recette gagnante. Donc ça veut pas dire encore une fois que c'est la recette que votre acupuncteur utilise, mais nous présentement, en fait, on s'est vu hier soir. On va se voir demain. Donc, j'ai une journée de repos entre les deux. Mais c'est vraiment comme un traitement choc où elle me fait les points pour en fait retourner bébé, mais aussi pour fixer bébé, pour que bébé reste bien en haut. Donc, c'est de l'acupuncture et beaucoup de repos, surtout physique. Fait que là, je fais ça pour hier, aujourd'hui, demain. Donc, ces 3 jours-ci, on se concentre là-dessus. Ma doula m'a également donné du Moxa. Le Moxa, en fait, c'est un petit bâton qu'on brûle et qui chauffe, parce qu'il est brûlé. Puis, on vient faire, en fait, des petits points. Il y a des points au bout des petits orteils qui sont des méridiens, en fait. Puis, c'est ça que mon acupuncteur vient stimuler. Mais là, c'est la même chose que je viens stimuler à la maison, mais sans aiguille, seulement avec la chaleur. Là, je ne fais pas de Moxa, j'en ai pas fait hier, j'en ferai pas ce soir, puis j'en ferai pas demain, pour vraiment juste donner... y aller vraiment dans le repos le plus possible, mais ça s'est toujours pas retourné la semaine prochaine ou après-demain, je pourrais recommencer le Moxa que j'avais déjà commencé. Donc, on m'a donné un truc que c'était la première fois que j'entendais, que ce serait de mettre une lampe de poche, là, ou ton sel, là, la lampe de poche de ton sel, vraiment au bas de ta bédaine pour faire, autrement dit, de la lumière en dessous de la bédaine. Tu sais, comme vraiment engagé dans le bassin, et que papa parle en bas de la bédaine. Ce qu'on essaie de faire, en fait, c'est de jouer sur les sens de bébé pour que bébé se retourne et comprenne que, oups, ok, ma tête doit aller en bas et non en haut. Il y a beaucoup de positions pour mettre les fesses en haut, puis la tête vers le bas. Ça, on m'a beaucoup dit, ne les fais pas seul. Si jamais tu commences à te sentir faible, si jamais tu tombes dans les pommes, tu sais, ça peut être super dangereux si je commence à faire ça à 10h le matin, toute seule chez moi, versus si mon chum est là pour au moins superviser puis s'assurer que je tombe pas puis je me blesse pas finalement. Pour ces positions-là, je vais vraiment vous référer en fait aux techniques que vous pouvez voir sur Internet de Spinning Baby. Je vous le mentionne comme ça, mais je vous invite à faire vos recherches parce que là, vous comprendrez que j'ai appris la nouvelle il y a 2 jours. J'ai pas eu le temps de tout fouiller pour vous donner de l'information là-dessus. Je préfère vraiment que vous alliez voir, et il y a beaucoup de attention, warning un peu partout, donc juste pour s'assurer que vous faites ça de la bonne façon, allez regarder la technique Spinning Babies. Et quelque chose qui a montré ses preuves finalement, c'est d'aller faire des chandelles dans la piscine. Là, présentement, moi, je fais cette vidéo aussi. Vous vous doutez bien qu'avec mon gros chandail, on est en novembre. J'irai pas faire des chandelles en piscine, mais il y a quand même les piscines municipales qui existent. Moi, je suis vraiment pas du type nageuse, encore moins pour faire des chandelles dans la piscine. J'espère pas me rendre là, mais si j'ai besoin d'aller mettre mon petit casque, puis d'aller à la natation, puis de... Tu sais, c'est pas juste la natation avec mon fils le samedi, là, c'est comme... On s'en va faire des chandelles pendant les bains libres à la natation. S'il faut que je le fasse, je vais le faire. Mais j'aimerais ça pas me rendre là. En fait, j'essaie tous ces petits trucs-là, ces petits trucs de grand-mère, de sage-femme et de doula jusqu'à mon 36 semaines. Parce que j'ai déjà mon rendez-vous avec l'hôpital pour une autre échographie. Donc, j'ai un autre écho pour vérifier qu'elle est elle est sur le bon sens et elle est bien engagée, juste pour qu'on s'en assure. Mais si elle n'est pas bien engagée, là, on va faire la version manuelle. Comme son nom l'indique, c'est vraiment que le médecin va venir tourner bébé. Encore une fois, ce n'est pas ma sage-femme qui fait ça. C'est à l'hôpital, c'est après l'échographie si jamais ils ont vu que bébé n'est pas retourné. Ils font la version manuelle. La première risque, c'est que ça fonctionne pas. Parce que si ça bloque, ils vont pas forcer, ils forceront pas, là, ça fonctionne pas. Deuxième risque, c'est pour le cœur de bébé. Ça peut être très, très, très demandant pour bébé, très forçant. C'est vraiment pas... Je l'ai pas vécu, je pourrais pas vous dire, mais j'ai vu des vidéos, je me suis informée et ça a vraiment pas l'air plaisant. Ça a l'air de faire atrocement mal, en fait, quand c'est pas fait naturellement. Donc,
qui fait mal à maman, bébé le ressent, dites-vous ça. Donc, son cœur peut décélérer et ça peut également percer la poche des os. Vous comprenez ici que j'ai encore très, très, très peur de ça. Et le risque ultime, c'est de finir en césarienne d'urgence. Si jamais on sait que c'est césarienne, que bébé est pas bien, est assez pour placer, elle se replacera pas, de planifier une césarienne, la date, le ci, le ça, on dirait que ça me permet d'avoir quand même un contrôle. Je suis quand même capable de voir du positif dans la césarienne parce que j'essaye de ne pas démoniser ça pour mon bien-être mental à moi. Je veux pas démoniser non plus l'accouchement à l'hôpital, mais je pense que tant qu'à accoucher à l'hôpital avec tout ce que je vous ai expliqué que ça l'impliquait, je préférerais, moi, personnellement, la césarienne. J'en suis là présentement dans ma réflexion. Est-ce qu'elle va changer? Peut-être. Mais c'est sûr que mon but ultime, c'est de retourner bébé. En plus, je sais qu'elle sait déjà retourner. J'ai beaucoup de liquide amniotique. Elle a de la place pour retourner. Elle l'a déjà fait. On est capable d'y aller. On est capable de le faire. Donc, j'ai beaucoup d'espoir. Puis ça reste encore mon point. Mon but ultime, c'est encore d'accoucher en maison de naissance. Je veux juste qu'elle soit retournée puis qu'on se rende à 37 semaines. Après ça, je vais l'attendre calmement, elle prendra le temps qu'elle prendra. Je vais vraiment... Moi, dépasser ma date, ça me dérange même pas. J'essaie de ne pas mettre d'énergie du tout sur la césarienne présentement parce que j'essaie de tenir ça loin de mon mindset de grossesse présentement. Je suis persuadée que si quelqu'un recherche de l'information sur YouTube, tombe sur ma vidéo, cette personne-là aurait besoin de lire d'autres récits et de lire d'autres expériences comme moi, j'en ai besoin présentement. Donc, allez-y dans les commentaires. Lâchez-vous lousse, j'ai envie de vous dire. Mettez autant de détails que vous voulez sur votre histoire. On est vraiment, je dis on, les femmes qui sont dans ma situation, on est vraiment... on a soif de connaître des récits positifs puis des histoires de bébés qui se sont bien retournés et de connaître en fait vos solutions miracles finalement qui ont fait que ça a fonctionné peut-être. Donc sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée, début de journée, peu importe à quel moment vous écoutez cette vidéo-ci. Beaucoup de pensées positives. J'ai envie d'envoyer que de la lumière. J'essaie vraiment d'être zen et posée. Je sais pas si ça va paraître dans mon vidéo. On dirait que ça paraît dans ma façon de parler aujourd'hui. Je veux juste vous envoyer beaucoup d'amour, beaucoup de pensées positives, puis je pense que l'univers nous renvoie ce qu'on donne beaucoup. Encore une fois, si vous avez des expériences à partager, allez-y dans les commentaires. Et sinon, je vous donne des nouvelles aussitôt que j'en ai. Puis je vais reprendre en fait mes journaux de grossesse et tous les concepts que je voulais revoir avec vous, que j'ai pris un petit peu de retard là-dessus. On comprend bien qu'avec la semaine dernière, j'ai pas fait grand-chose. Donc, on se rattrape doucement, tranquillement, et on prend le temps. Fait que je me souhaite ça pour cette semaine et je vous le souhaite à vous aussi.